Au Moyen-Orient, le golfe arabo-persique s'étire dans une position centrale. Sur la rive sud, l'État du Qatar occupe une péninsule de moins de 11 500 km², près de 200 fois plus petite que l'Arabie saoudite. Jusqu'au XXe siècle, la presqu'île a tiré ses principales ressources de la mer toujours proche. Dans sa plus grande largeur, en effet, le pays mesure à peine 80 km. Une multitude d'îles gravitent autour d'un territoire qui est pour l'essentiel une vaste plaine désertique. Le climat et l'aridité du sol laissent peu de chance à la végétation sauvage. En hiver, les averses ne sont pas rares. Alors, le désert reprend des couleurs. La gestion rigoureuse de l'eau et sa distribution méthodique permettent au désert de fleurir au plus fort de l'été. Pour sortir de sa coquille, le Qatar a longtemps misé sur l'huître perlière. La perle a lancé l'économie d'un pays auquel la famille Al Thani a donné sa constitution et sa notoriété. Sur la côte Est, la capitale s'est métamorphosée depuis un demi-siècle. Doha abrite 80% de la population nationale. La croissance ultra-rapide respecte les traditions dans un émirat dont l'indépendance a été proclamée en 1971. L'État du Qatar a élevé la santé, le bien-être et l'éducation au rang des priorités nationales. Il en va de même pour l'éducation physique et la pratique du sport. Le pays affiche d'ailleurs ses ambitions à travers l'organisation d'événements sportifs d'envergure internationale. L'enseignement est une autre priorité. Toute la société qatari doit en tirer profit. La femme y trouve les moyens de son émancipation en accédant au savoir et en maîtrisant les techniques modernes. La qualité de l'éducation et les contacts permanents avec l'extérieur assurent au pays la diffusion de ses valeurs dans le monde d'aujourd'hui. Mais la révolution numérique associe les coutumes ancestrales. Le tiers seulement de la population est originaire du pays. Le reste est composé de travailleurs expatriés qui constituent un apport en savoir-faire et en main-d'œuvre indispensable à l'économie nationale. Les coutumes sont celles d'un État où la religion musulmane est pratiquée par la quasi-totalité de la population. Le Qatar est un pays où l'islam est modéré. Les convictions religieuses sont bien intégrées au monde contemporain. L'intégration de l'habitat dans l'environnement révèle le même sens de l'adaptation. Depuis des siècles, les tribus nomades ont appris à vivre dans un milieu hostile. Sédentarisés, les nomades s'inspirent parfois de leurs tentes pour construire leurs habitations. Pour s'abriter du vent, du sable et du soleil, on n'a pas trouvé meilleure protection. Légèreté et lignes fluides contrastent avec les formes d'une architecture importée par les Occidentaux au début du XVIe siècle. Le pays alluma beaucoup de convoitises dès le milieu du XXe siècle. La richesse perlière n'explique pas à elle seule l'intérêt que le Qatar suscita.
une nouvelle perle sortie du sol, un vrai pactole, la 3e réserve de gaz naturel au monde. Le gaz et le pétrole fournissent 85% des recettes à l'exportation. Ils alimentent aussi la production énergétique. Le transport de l'énergie électrique est nécessaire au développement. D'un coup de baguette magique, le désert a changé. Il est parfois difficile de faire la différence entre mirage et réalité. Le dromadaire, le vaisseau du désert, s'est acclimaté à la ville alors que les voitures désormais traversent le désert. De nombreuses implantations industrielles apparaissent qui réclament toujours plus d'infrastructures. Les engins du génie civil accélèrent la cadence. Le Qatar traverse le temps à grandes enjambées. Il relie son histoire millénaire au futur en marche. La croissance économique est soutenue dans un pays qui approche le 1 million d'habitants. Mais la perle du passé n'est pas oubliée. La coquille et son profil harmonieux influencent les urbanistes et les architectes pour dessiner les ensembles immobiliers de demain. On travaille d'arrache-pied à préparer un avenir qui s'impose à l'horizon. Le Qatar a bien préparé le terrain de son envol et l'objectif est ambitieux. Aux marges du désert, un pays crée des formes nouvelles, les formes de son avenir. Sortie du désert, Doha a été fondée au milieu du XIXe siècle, à l'époque du protectorat britannique. Sur le front de mer, la corniche déroule 7 km dans la perspective futuriste du quartier de West Bay. Doha n'était à l'origine qu'un petit village de pêcheurs, mais le temps s'est enfui. La corniche est un lieu de rendez-vous pour les flâneurs. Le vendredi, les dohos, les bateaux traditionnels, y débarquent des familles entières. On y vient pique-niquer sur l'herbe au pied des immeubles modernes. Bien qu'aucune restriction vestimentaire ne soit imposée aux femmes, la plupart d'entre elles portent la longue abaya noire. À l'extrémité de West Bay, les premiers architectes déjà avaient fait preuve d'originalité. Aujourd'hui, une véritable forêt de gratte-ciel a vu le jour. Pourtant, il n'était pas nécessaire de construire en hauteur, car l'espace ici n'a jamais manqué. Les buildings sont les signes extérieurs de la réussite. Et Doha voit l'avenir en grand. Une architecture sans contrainte a permis de fusionner tradition et modernisme. Ibrahim Jaïda, architecte. Le ciel est la seule limite ici au Qatar pour un architecte. Dans beaucoup d'endroits en Europe et en Occident, on est très limité par les constructions avoisinantes. Ici, la seule limite, c'est le ciel en termes de style, de hauteur, de fonctionnalité. Il y a beaucoup d'idées osées ici au Qatar. Et pourquoi pas des gondoliers vénitiens godillant au pied des immeubles? Oui, souvent, il suffit d'oser. Car les moyens sont à la hauteur des ambitions. Mais ce n'est sûrement pas si simple.
Le problème le plus important, c'est l'échelle, car ici, on n'a pas l'habitude de construire en hauteur. Traditionnellement, on construit de manière horizontale, donc le défi est de construire très haut tout en conservant notre identité. Plus on construit haut, plus on risque d'oublier notre identité. Partout, les lignes orientales rivalisent en élégance avec les courbes occidentales. L'économie florissante de l'État du Qatar repose sur des assises solides. Le gouvernement a choisi de diversifier ses ressources en faisant de la capitale une importante place financière. Ainsi, la rue Hamad al-Kabir est-elle devenue la rue des banques, la rue où tout a tendance à prendre la couleur de l'or, même les perles. Mais ici, personne n'oublie que tout a commencé avec des perles pêchées au fond de l'eau, au prix d'efforts considérables. Impossible également d'ignorer l'empreinte musulmane. Elle forme un axe autour duquel le Qatar s'enroule. La spirale du minaret suit la trajectoire d'un monde en mouvement. Toutes les composantes de la société traditionnelle restent bien présentes, mais elles sont actualisées. L'architecture en est un bel exemple à travers le musée des arts islamiques. Son jeu de cubes subtils a été conçu par l'auteur de la pyramide du Louvre, l'architecte américain Pei. Madame Sabia Al-Kemir dirige le musée. Quand on lui a demandé de dessiner le musée des arts islamiques à Doha, Yoming Pei s'est engagé dans un long voyage à travers le monde islamique. Il s'est mis à la recherche de l'essence même de l'architecture islamique et ce voyage l'a conduit d'Afrique du Nord en Irak, en Égypte, partout au Moyen-Orient. Et ce qu'il a fait, c'est tracer pour l'architecture islamique traditionnelle la voie vers la modernité. Les objets présentés viennent de 3 continents. Ils couvrent 13 siècles d'une civilisation brillante. Cela va de la poterie, des objets en verre ou en métal, au tapis. En fait, des objets en glaise jusqu'à la soie, et de Cordoba en Espagne jusqu'à Samarcande en Asie centrale. Un vaste périmètre géographique, et du 7e siècle, des origines de l'islam, jusqu'à nos jours. À proximité du musée et à l'ombre rectiligne des gratte-ciel, un chantier naval hors du temps construit encore les dos selon les techniques anciennes. Le dos est une embarcation très répandue dans l'océan Indien et notamment le long des côtes du Golfe. Il est en principe fabriqué en teck, un bois imputrescible. On assemble la coque avec des chevilles de bois en donnant une forme carrée à la poupe. Le bois de teck a la propriété de durcir lorsqu'il est mouillé. L'étrave du dos a imprimé sa forme dans le ciel. Autre tradition, le souk, un mot qui en arabe désigne le marché installé dans la vieille ville. Le vieux souk de Doha a été restauré, mais il a conservé ses activités réparties en différents secteurs. Instruments de musique traditionnels, confection du pain traditionnel. Tout ici fait référence au passé local. Au souk aux bijoux, les pierres et les métaux précieux sont travaillés par les joailliers qataris depuis des générations. Les artisans ici ont très tôt disposé d'un matériau apprécié dans le monde entier, les perles naturelles. Aujourd'hui, les perles sont importées.
Descendant d'un pêcheur de perles, vendeur de perles, un artiste réalise d'étonnants tableaux en bois en exploitant les nuances de différentes essences. Ses œuvres rappellent parfois le dur métier de ses ancêtres. Il rehausse ses compositions de perles véritables avec un sens inouï du détail. Un travail d'une grande finesse. Dans cet art du bois, il y a deux choses. L'art de sculpter, par exemple pour faire l'image de l'émir, et l'autre, c'est assembler les pièces de bois de différentes couleurs. Il y a un très grand nombre de pièces de bois dans ces portraits. Une représentation en 3 dimensions, plus expressive qu'une photo. Dans le souk aux fruits et légumes, on est surpris par la variété des espèces et des couleurs quand on connaît les limites de l'agriculture au Qatar. La plupart des produits arrivent sur les étals en provenance du monde entier. Une infime minorité de la population travaille dans le secteur agricole. Les marchandises encombrantes ou remuantes sont proposées à la vente dans un autre souk. L'éprouvant climat désertique et l'absence d'herbage entravent le développement de l'élevage. Les souks traditionnels cohabitent désormais avec les souks contemporains. Formes modernes, formes exotiques. À l'intérieur, l'air est toujours frais et aucune brise ne viendra chasser les nuages de la voûte céleste. Les centres commerciaux sont de gigantesques bulles d'air conditionné. Des bulles affranchies des contraintes de la géographie. Peu importe la température extérieure, le patin à glace fait tourner les têtes. Mais rien ne peut refroidir l'attrait des Qataris pour les produits de consommation. Autre plaisir des Qataris, le parfum. Le mot parfum désignait à l'origine des substances aromatiques que l'on brûlait. Le parfum est connu au Moyen-Orient depuis l'Antiquité. Les traditions s'entretiennent avec soin au Qatar. Le pays n'est pas replié sur lui-même pour autant. Il est résolument tourné vers l'avenir et vers l'extérieur. C'est précisément le but de la chaîne de télévision Al Jazeera, créée en 1996 par la volonté de l'émir. La chaîne d'information est devenue l'une des plus diffusées au monde, tout en éclairant l'actualité du point de vue arabe. La chaîne a élevé un monument à la mémoire des journalistes tués en mission. Le mur de la liberté rappelle l'engagement des journalistes et les risques de leur métier. Un musée a été aménagé, rassemblant les souvenirs des journalistes de la chaîne morts au service de l'information. Pour préparer l'avenir, le Qatar a créé la Fondation du Qatar, dirigée par son Altesse royale, l'épouse de l'émir en personne. En reprenant les lignes de l'architecture traditionnelle, mais aussi en sollicitant les maîtres de l'architecture contemporaine, un immense complexe a été érigé, Education City. L'idée était simple, mais audacieuse. Fonder un campus, non pas en faisant appel à une seule université, mais en regroupant sur le même site quelques-unes des meilleures universités du monde. Les moyens investis, les techniques de pointe et les professeurs recrutés à travers le monde ont rapidement donné à l'ensemble une réputation internationale.
Pour s'ouvrir sur le monde et mieux le comprendre, les couleurs vives sont toutes indiquées lorsqu'on cherche à intéresser les enfants. L'ouverture d'esprit et la tolérance sont les objectifs qui ont motivé la création d'Al Jazeera Children Channel. La chaîne vise l'éducation et le divertissement des enfants arabes. Elle est dotée de moyens qui lui permettent de produire de nombreux programmes ludo-éducatifs. L'ampleur des réalisations de la Fondation du Qatar donne la mesure de ses ambitions. Le nouveau centre de congrès sera le plus vaste du Moyen-Orient. Les palmiers ne reconnaissent plus leur désert. Le Qatar a vu les choses en grand autour du stade Khalifa. À la pointe de l'architecture sportive, la cité des sports est dominée par une tour de 320 mètres en forme de flamme. La qualité des installations sportives est un atout pour le pays qui a organisé les Jeux asiatiques en 2006. Le Qatar rêve déjà aux Jeux olympiques. Pour déclarer sa flamme olympique, les infrastructures sont évidemment un atout majeur. Le Qatar dispose également d'un outil pédagogique unique appelé Aspire. L'encadrement des champions en herbe est la vocation de l'institution. Le Qatar veut favoriser la réussite sportive. Il nourrit par là l'ambition d'imposer son nom à l'échelle mondiale. Dieter Hackfort est un dirigeant d'Aspire. Aspire, l'Académie pour l'excellence dans le sport, est unique. Non seulement elle est dotée des infrastructures les plus performantes, mais elle possède les meilleurs programmes pour l'éducation des jeunes athlètes. Le but est d'en faire des sportifs de haut niveau. L'idée de base est de créer ici des champions et aussi de développer la culture du sport au Qatar. L'ascension des sportifs qataris sur la scène internationale est à ce prix. Les jeunes sélectionnés sont entièrement pris en charge. Ils partagent une vie communautaire où les cours généraux font partie d'un emploi du temps chargé. Le sport ici contribue à créer des formes nouvelles, les formes de l'avenir. L'organisation de grandes rencontres sportives donne au Qatar une notoriété mondiale. Mais il a fallu d'abord vaincre le désert. Le Golf Club de Doha organise les Masters du Qatar, une compétition internationale de renom. La performance est remarquable car le parcours de 18 trous a prévu les canards en plein désert, tout en intégrant les cactus. Sur le luxueux gazon, on pourrait confondre balles et perles. Le cheval a toujours accompagné les populations nomades au Moyen-Orient. Il appartient à la culture arabe depuis des siècles. L'élevage et le dressage ont trouvé au Qatar une terre de prédilection. Le cheval est une des grandes passions de l'émir. Ses haras sont réputés dans le monde entier et ses chevaux accumulent les récompenses.
Le goût de la compétition commence à mobiliser les Qataris. La présence prolongée des Anglais dans le pays explique pour une large part l'attrait pour les courses hippiques. Le faucon est un autre animal fétiche au Qatar. Il est uni à son maître par une sorte de complicité. Les faucons ont leurs hôpitaux avec salle d'attente. L'oiseau se blesse souvent, car il chasse en percutant ses proies à grande vitesse. Les fractures sont fréquentes. Les interventions chirurgicales sont réalisées sous anesthésie. Ces petites blessures ici ont été causées au cours de l'entraînement, au moment où il s'est posé au sol ou lorsqu'il a attrapé un pigeon ou un oiseau dans le désert. Il a dû toucher une pierre. L'opération se déroule sous le regard inquiet du propriétaire. Le faucon dressé a une grande valeur, affective et pécuniaire. Autre type d'intervention, le remplacement d'une plume. On sectionne la plume abîmée. Chaque plume est référencée selon sa taille et son emplacement. La tige se glisse tout simplement dans l'aile. Pas besoin de fixation. Le faucon se réveille, prêt à reprendre du service. Rendez-vous dans le désert pour une partie de chasse. La proie va être lâchée. Le faucon s'élance. Le fauconnier garde le contact visuel. Le rapace fond sur sa proie qui n'a aucune chance. Le faucon est l'animal le plus rapide de la création. Un autre faucon prend son envol. Mais bientôt, le rapace disparaît. Heureusement, le fauconnier a plus d'un gadget dans son 4x4. On a retrouvé le faucon. La proie s'était réfugiée dans un buisson. Une fois débusquée, elle est aussitôt attrapée par le rapace. La récompense du chasseur, il peut dévorer sa victime. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas attrapé plus tôt ? C'est à cause du vent qu'il a mis longtemps à l'attraper. Autrement, il l'aurait attrapé facilement. Une antenne et un émetteur ont permis de localiser le faucon. Cap vers l'ouest, à travers le désert. Des silhouettes familières apparaissent. Un autre animal traditionnel. À l'horizon, un camp de tente a été dressé à la manière des Bédouins. Les Qataris restent très attachés au mode de vie et aux coutumes ancestrales, sans qu'ils renient pour autant les avantages du monde moderne. Dans le camp, l'habituelle répartition des tâches est respectée. Ce sont les femmes qui confectionnent les ornements portés par les dromadaires. Elles préparent aussi les awamats, les beignets, et les plats traditionnels. Tout le monde est là en l'honneur de l'animal qui a permis l'existence dans le désert, le dromadaire. Pour le dromadaire, un grand jour commence par une bonne douche.
Il y a beaucoup de gens qui aiment les dromadaires. Pour moi, c'est un hobby. Ici, on aime les courses de dromadaires. Vous savez, j'ai gardé mon âme de bédouin. Les courses de dromadaires. L'événement suscite l'engouement des Qataris. On commence par un petit échauffement. Une silhouette étrange est apparue sur les champs de course. Un robot que l'on habille d'une casaque de jockey. La cravache est commandée à distance par la voix ou par pression sur un porte-clés. À l'origine, les dromadaires étaient montés par des enfants. Les Qataris ont été les premiers à adopter les jockeys robots. Désormais, tous les jockeys ont le même poids. Quand vient le moment du départ, les dromadaires doivent s'aligner dans le sens de la course. Le règlement ne prévoit pas d'exception. Tout rentre vite dans l'ordre. Prêt ? Partez ! Les dromadaires s'élancent, accompagnés par le peloton des voitures. La piste est bordée de 2 voies où les propriétaires pilotent à la fois leur véhicule et leur champion. Dans leur enclos, les femelles semblent bien agitées. Elles n'ont pas oublié la mise en pli. Elles ont sorti leurs plus beaux atours. Que se passe-t-il ? Un jury de connaisseurs va désigner la plus jolie d'entre elles. L'allure générale et de nombreux détails font l'objet d'une notation rigoureuse. Un concours de beauté ne peut souffrir aucune contestation. Et la gagnante est... Une nouvelle star est née et le concours se termine en danse et en chanson. Plus à l'ouest, sur le site de Zikrit, le vent chargé de sable sculpte la roche calcaire selon sa fantaisie. Dans les jeux d'ombre, les formes se renouvellent sans cesse. Ici aussi, la créativité a le ciel comme seule limite. La côte ouest est baignée par le golfe de Bahreïn. Les larges plages pourraient accueillir les baigneurs en grand nombre, mais l'activité ici est entièrement dédiée à l'exploitation du pétrole. La côte occidentale concentre en effet les principaux puits de pétrole du pays. Les oléoducs serpentent à travers toute la région. Le pétrole a été découvert ici par les Anglais à la fin des années 1930. Le Qatar entrait dans une ère nouvelle. Au départ de la capitale et en prenant la direction du nord, le désert retrouve vite ses droits. Plus on avance et plus on s'enfonce dans un paysage inhospitalier.
Le désert néanmoins n'est pas qu'une vaste étendue sans vie. Surprise, on y rencontre des cultures sur des parcelles soigneusement délimitées. Autre surprise, les cultures y sont d'une grande variété. Mais la végétation ne peut survivre sans l'appui d'une irrigation systématique. On réussit même à cultiver des tomates grâce à une gestion rigoureuse de l'eau. Pour certains légumes, le Qatar fournit 70% de sa consommation. Étonnant, on élève dans le désert des vaches laitières, un animal dont la résistance à la chaleur n'est pas le point fort. Et pourtant ça marche, surtout lorsqu'on décide de faire appel à la technologie. Lorsque la chaleur risque d'indisposer les vaches, des humidificateurs entrent en action et les stores sont baissés. La traite des vaches se déroule dans un environnement quasi aseptisé. Et l'informatique intervient à tous les stades de la production. Hussein Salem. La traite des vaches est organisée par ordinateur, ce qui permet d'optimiser la quantité et la qualité du lait. La technologie aide aussi à rationaliser l'ensemble du travail de la ferme. Certaines opérations restent manuelles, mais c'est l'ordinateur qui détermine la quantité de lait à prélever. On traite les vaches 2 ou 3 fois par jour. Chaque vache a un numéro et elle porte un transpondeur en liaison avec un ordinateur qui traite toutes les données sur l'animal. Autre type d'élevage, l'oryx. L'animal emblématique du Qatar vivait à l'état sauvage dans la région, mais il a bien failli disparaître. Les gazelles font également partie de la faune locale. Elles ont été décimées par les chasseurs, mais elles prospèrent aujourd'hui dans des fermes d'élevage. On les apprécie pour leur viande et leur cuir. Les îles qui bordent le littoral accueillent les oiseaux de passage. Une épaisse mangrove, par endroits, fait obstacle au désert. Plus au nord, la route du désert se rapproche de la mer. Les localités sont tournées vers le golfe et leurs ressources en dépendent. Les dos ne servent pas à la promenade, mais à la pêche. Le port d'Al Ruwais pointe à l'extrémité nord de la péninsule. La pêche est une activité traditionnelle au Qatar. Aujourd'hui, ceux qui en vivent sont des travailleurs immigrés. Défense contre les dangers venus de la mer, le fort de Al-Zoubara fut érigé en 1938. Le Qatar répondait alors aux fortifications construites par le Bahreïn. La région se trouvait déjà au cœur d'un trafic commercial très dense. Mounir Taha est archéologue. Au XVIIIe et XIXe siècle, Zoubara a été un centre commercial pour l'ensemble de la région du Golfe arabique. Zoubara était en contact avec Bassora au nord, Oman au sud, et de là avec l'Afrique de l'Ouest, et vers l'est avec la vallée de l'Indus, et même la Chine. À l'intérieur du fort sont exposés les objets trouvés lors de fouilles pratiquées dans les ruines de la localité. La ville a connu jadis une activité intense.
Il y avait un port important à Zubarah, mentionné dans les livres d'histoire. Zubarah était aussi connu pour l'industrie perlière. Les perles étaient exportées vers de nombreux pays. Zubarah était un port international où on pouvait utiliser toutes sortes de devises. La cité de Al-Zubarah, protégée par des remparts dès le XVIIIe siècle, était idéalement située. L'importance du site prouve que l'ouverture du pays au monde extérieur n'est pas que de l'histoire récente. En direction du sud, il suffit de parcourir 75 km à peine pour atteindre l'Arabie saoudite. Le sud est une région où le désert impose sa loi dès que l'on quitte la capitale. La route ne rencontrera plus d'obstacles à part les immenses dunes de sable. Seules les lignes de la côte arrêtent le désert. Soudain, derrière la montagne de sable, surgit un des fleurons de l'économie qatari, l'énorme complexe industriel de Messaïed. On y traite notamment le gaz naturel, qui constitue la principale richesse du pays. Un fabuleux gisement, un des plus vastes du monde, a été découvert au Qatar au début des années 1970. Les équipements mis en place à Messaïed sont à la pointe de la technologie. Il s'agit de refroidir le gaz naturel pour le liquéfier et permettre son transport sous une forme stable et peu volumineuse. Une véritable ville industrielle a été créée de toutes pièces et les installations de Messaïed se développent sans cesse. Si la consommation mondiale de gaz naturel se maintenait à son niveau actuel, et si le Qatar maintenait le rythme de ses exportations, on estime que l'exploitation des réserves pourrait se prolonger pendant plus de 2 siècles. L'avenir du pays commence ici. Vers le sud, le plus simple est de garder la côte en ligne de mire. Une improbable oasis se détache entre mer et désert. Une oasis de confort et de tranquillité. Mais soudain, des cavaliers bédouins apparaissent en costume d'apparat. Les couleurs nationales flottent fièrement. Étonnant, un déjeuner sur l'herbe et de jeunes supporters qui annoncent la couleur. Explication, le vélo. En janvier, le Tour du Qatar prépare la saison cycliste sous la direction de l'ancien champion Eddy Merckx. Je pense que pour préparer une saison, c'est l'idéal. Les étapes ne sont pas trop longues, les coureurs sont logés chaque jour dans le même hôtel. Donc c'est l'idéal pour préparer et pour améliorer sa condition. C'est le seul endroit du pays où le paysage ondule sous les Barkhanes, ces dunes de sable en forme de croissant. Traces, silhouettes, formes. Le 4x4 dans les dunes est devenu le loisir favori des Qataris.
Le terrain de jeu est infini. Ce qui est le plus intéressant, c'est de trouver des dunes où personne n'a jamais roulé. Trouver des terrains nouveaux, c'est un vrai hobby, vous savez. Le terrain de jeu se renouvelle, car le vent régulièrement efface les traces. Et le désert se prête aux véhicules de tout genre. C'est comme un safari, on part d'un endroit et on va à un autre. La côte au sud mène à un détroit qui donne accès à une petite mer intérieure. De l'autre côté, c'est l'Arabie Saoudite. Des tentes ponctuent l'immensité. Pour quelques heures ou quelques jours, certains Qataris viennent y communier avec le désert. Une manière de retrouver les origines. Ce qui ne veut pas dire renier le monde moderne. La chambre n'est pas en toile et la climatisation fait vite oublier la température extérieure. La nuit tombe. Pour les aventuriers d'un jour, il est temps de regagner le monde contemporain. La réalité se fond alors dans un mirage moderne, un gymkhana hallucinant. La lune allume sur Doha des rangs de perles. Le désert s'est retiré, mais les repères sont restés, modernes ou traditionnels. La maison, comme une tente, s'est illuminée pour la fête. Au pied des gratte-ciels subsistent les coutumes ancestrales. La mosquée aussi est un repère. On célèbre un mariage. Les invités viennent présenter leurs hommages. Les hommes se réunissent ici, les femmes sont ailleurs. Comme dans le désert, les cafetières chauffent. L'encens reste une marque de bienvenue. Comme les dates. Au cœur de la ville moderne, la tradition et le présent. Les perles de lumière amènent au spectacle des danses traditionnelles. Une danse bédouine réservée aux grandes occasions, la danse du sabre.
Après les danses, le repas. De l'agneau et du riz, c'est le makbouz, le plat traditionnel. On mange avec la main droite, uniquement la main droite. Demain, pour le marié, commencera une vie nouvelle. Dans l'ombre ou la lumière, le Qatar est en passe de réussir son pari. Concilier identité et modernité. Comme un rêve éveillé, le pays émerge tout droit du désert. Presque sans transition de la tente au gratte-ciel, il est entré dans une époque nouvelle. Il faut se frotter les yeux aujourd'hui pour croire ce que l'on voit. Les poètes arabes voyaient jadis dans les perles les larmes de la lune. Les perles contemporaines ont bouleversé la vie des Qataris, mais pas les valeurs essentielles. Elles sont devenues perles d'avenir.